Salut, je tiens à lancer un message de sensibilisation à toute la population camerounaise. Respecter les mesures barrières et celles de distanciation sociale. Nous sommes les étudiants de l'école normale supérieure de Yaoundé 1 en mathématiques, niveau 4, groupe 8, sous la supervision du docteur Sadja Judith. Nous avons été soumis à un devoir dont nous devons produire un compte rendu de lecture. Notre compte rendu de lecture présente donc trois grandes parties, donc la présentation du dit document, le résumé de cet article et enfin les critiques et nos différentes perspectives. Donc, en ce qui concerne la présentation de l'article, le présent article nous édifie sur le rôle de l'épistémologie dans les pratiques d'enseignement. Ce point est clairement justifié et exemplifié par l'analyse des cas qui témoignent l'effet d'une formation épistémologique lacunaire sur l'action didactique des professeurs. Cet article a été rédigé par les didacticiens chercheurs dont les noms suivent: Bruno Damon, Martha Isabelle, Fernandine Opina, Inès Marazini, Georges Santi, Sylvia Baragli, tous à l'Université de Bologne en 2008, s'adressant aux enseignants et aux futurs enseignants, et a pour ambition de montrer comment une formation épistémologique devrait jouer un rôle fondamental dans la formation de ceux-ci, et de plus de montrer comment des concepts comme ceux du milieu, les obstacles épistémologiques, contrats didactiques se prêtent à leur formation. Le statut revendiqué dans l'article s'inscrit dans le cadre premièrement d'une recherche, à cause des expériences menées dans les classes afin d'étudier le comportement des apprenants face à une situation. Et de plus, cet article s'intègre dans le cadre d'une synthèse, car il est la finalisation d'une recherche menée sur plusieurs années sur les convictions et leurs changements chez les enseignants. Par exemple, en ce qui concerne le concept d'infini mathématique chez les enseignants de l'école primaire, par exemple. Et aussi, ce document se prête dans le cadre d'une information, car il vise à sensibiliser toute la communauté éducative. C'est tout en ce qui concerne la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, le résumé de l'article, nous nous focaliserons sur les notions d'obstacles épistémologiques, de contrats didactiques et des convictions erronées chez les enseignants, car il est essentiel de garantir aux futurs enseignants de mathématiques une bonne préparation épistémologique, ensuite de montrer comment le contrat didactique peut influencer de façon positive ou négative sur le comportement de l'élève, et enfin d'expliquer comment les convictions de l'enseignant influencent les pratiques de classe. Bon, en ce qui concerne l'obstacle épistémologique, comme on peut l'identifier à la page 4 du document, on peut affirmer que certaines connaissances anciennes sont indispensables pour en acquérir de nouvelles, mais parallèlement peuvent représenter un obstacle à l'apprentissage. Ce phénomène est à l'origine du malentendu et des difficultés à la fois importantes et invisibles, dans la mesure où l'obstacle se cache derrière la notion à enseigner, certes se cache aussi à l'intérieur même du savoir à enseigner. Mais il s'agit d'un savoir qui peut être généralisé à l'objet mathématique à acquérir. Comme exemple, on peut citer la notion de parallélisme dans le plan et dans l'espace. Car depuis l'école primaire, on nous enseigne que deux droites parallèles ne peuvent jamais se toucher. Mais on sait tous que ce concept n'est pas vrai dans l'espace. Donc on peut donc noter que chez les enfants du lycée, particulièrement en seconde et en première, ceci peut présenter un obstacle épistémologique. En ce qui concerne maintenant le contrat didactique, on peut présenter deux clauses qui sont fondamentales. D'une part, on a la clause des attentes, c'est-à-dire quoi? L'enseignant attend un résultat chez l'élève
L'élève se voit donc obligé de produire ce résultat-là, peu importe le sens de son texte, peu importe son raisonnement. D'autre part, on peut noter la clause de la constante, où ici l'élève agit de façon similaire, car ceci est dû à cause de l'enseignant, dû à un comportement répétitif. Ici, on peut noter le problème un petit problème peut-être d'école primaire. On voit l'enseignant donne le temps mis pour un marcheur entre un point A et un point B, mais ne donne pas la distance entre ces deux points-là, mais elle demande à l'élève de calculer la vitesse. L'élève, donc, en respectant les clauses de l'attente, va forcément produire un raisonnement. Il va forcément produire un raisonnement, mais ce raisonnement sera faux car il ne va pas tenir en compte les différentes données du problème. Maintenant, on va attaquer la dernière partie en ce qui concerne les convictions erronées chez les enseignants. On remarque en fait un lien de cause entre les convictions et les misconceptions, dans la mesure où les misconceptions des apprenants découlent souvent directement des misconceptions chez l'enseignant et aussi même de leurs convictions. On peut noter un simple problème de périmètre et aires. Périmètre et des aires, par exemple, si on prend deux surfaces A et B, c'est un problème assez courant même chez les enseignants. Si par exemple le périmètre de A est plus grand que le périmètre de B, alors ils concluent directement que l'aire de A aussi est plus grand que l'aire de B. Et inversement, c'est-à-dire si l'aire de A est plus grand que l'aire de B, alors le périmètre de A est plus grand que le périmètre de B. Donc on note ici une mauvaise conception de la part de l'enseignant qui induit directement une mauvaise conviction ou conception de la part de l'élève. On attaque donc la dernière partie, comme on avait dit tantôt plus haut, ce qui concerne les critiques et les différentes perspectives. Donc ici, l'article présent est facile à lire déjà, mais il n'est pas autonome dans la mesure où sa compréhension nécessite la lecture des autres ouvrages. On peut donc noter les ouvrages de Brousseau, 2006A, 2006B et 2008, les ouvrages de Frandino Pina, 2005 et 2004, l'ouvrage d'Amon de 2004 et de 2007 et l'ouvrage de Baragli de 2007 et enfin l'ouvrage d'Arrigo de 1999. À l'issue de la lecture de cet article, nous pouvons affirmer avec certitude que les ambitions des auteurs ont été atteintes. En effet, nous, élèves, professeurs, devons tenir compte de plusieurs paramètres tels que le milieu, nos différentes convictions sur certains concepts. Pour accroître dans la portée de ce message, il serait plus efficace d'organiser des séminaires de formation par trimestre dans chaque département du pays afin d'expliquer les différents obstacles des élèves et les convictions erronées des enseignants. Et en guise de conclusion, nous pouvons noter que cet article nous donne déjà les conceptions épistémologiques des enseignants et entretient un rapport étroit avec la didactique des mathématiques. Donc, pour un futur enseignant, nous pouvons retenir qu'il doit être suffisamment cultivé en ce qui concerne la notion d'épistémologie, car une absence de culture épistémologique adéquate peut l'éloigner des objectifs didactiques. Je vous remercie pour votre aimable attention.